خاوتي خواتاتي مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في اللون والسلام عليكم. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La table bouge parce que je suis en train de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour tenir durant cette longue soirée. مرحبا بكم يا جماعة الخير أهلا وسهلا. Allez l'équipe, comment vous allez? J'espère que 21h et quelques c'est l'heure idéale pour vous. Je ne maîtrise pas encore les fuseaux horaires enfin pas les fuseaux horaires, c'est-à-dire les disponibilités dans notre communauté. أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في اللون السلام عليكم. On va laisser tout le monde arriver petit à petit. Vito Andolini qui pose des questions directement. Ah, je suis avec Vito. Bonsoir, comment ça va? Comment vous avez passé la journée? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans un pays où c'était un week-end? Est-ce que vous êtes dans un pays où c'était pas le week-end? Alors aujourd'hui, grande soirée parce qu'il y avait un événement énorme. Oh, merci pour la casquette Azer. Merci beaucoup. Merci pour vous, les cœurs, les cœurs, que trônent les cœurs, ou tapoter sur l'écran, pour ne pas censurer notre live et pour que le live ne soit pas signalé, ne soit pas perturbé. On va en faire deux lives, New. On sera en live sur TikTok et on sera en live aussi sur YouTube. Je vais lancer le live de YouTube dans un petit moment. En espérant que nos communautés vont être présentes un peu partout. Allez, je lance le live sur YouTube. Ahlan wa sahlan. Attendez, il faut pivoter Il faut malheureusement que je pivote le téléphone pour être en live sur YouTube. Attendez alors. On va changer. Allez, il y a beaucoup de questions ce soir déjà. Oui, on va répondre à toutes les questions. J'espère que vous allez tous bien participer et que vous allez être en force ce soir. Je vais juste lancer un live sur les deux. On va supprimer ça. Malheureusement, côté technique, je ne maîtrise pas beaucoup. Je suis un homme du contenu, pas du contenant. Je suis un homme du fond et pas de la forme. Allez, que tout le monde arrive. On va commencer à 21h30 pour être beaucoup plus précis. Ouais, pourquoi limiter les voitures à 300, c'est encore mieux à 10 ans. Je note, oui, à SLM 95. On va essayer de mettre... C'est un peu moche quand même. Ahlan wa sahlan ya jamaat al-khair, comment ça va? Comment vous vous sentez? Vous allez bien? Non, pas une bonne image. Non, pour YouTube. Alors, pour notre communauté sur YouTube, j'arrive pas à trouver une disposition. Vous savez ce qu'on devrait inventer? On devrait inventer une application qui permettra de faire du live sur plusieurs plateformes à la fois. Vous imaginez une application pareille? S'il y a des gens ici parmi vous qui sont très intelligents en informatique ou là qui veulent vraiment se lancer dans le business, inventez-nous une application. On pourrait être sur toutes les plateformes, TikTok, Facebook, à la fois et YouTube. Ce serait vraiment sympathique ça. Un régime s'impose, je suis d'accord, Khoya Hannibal, mais l'arabe, quand j'aurai le temps, en fait, je peux pas faire du régime parce que je suis en train de lutter contre le régime algérien. Le régime algérien m'empêche de faire du régime. Vous savez que réaliser des émissions quotidiennement, 3, 4, des fois on réalise jusqu'à 5 émissions, apporter des révélations, contacter nos sources, parler avec nos sources, c'est énormément de travail. Je vous assure que c'est énormément de travail. Merci beaucoup pour ceux qui nous discutent. Là, on casse la bière. Allez, belle été, je m'attends. Certifié, l'été.
Marhaba bekoum. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu as des soutiens? Abdou, la patron. Est-ce que tu as eu des soutiens en secret au plus haut niveau de l'État? Bien sûr, et beaucoup. On en parlera, le patron, après. Il y a des gens de très haut niveau qui sont même pas d'accord avec Tebboune. Il y a des gens qui sont dans l'entourage de Tebboune qui sont d'accord avec moi. Et qui n'apprécient pas Tebboune. Et qui ne sont pas d'accord avec Abdelmajid Tebboune et qui ne peuvent pas être d'accord avec lui. Bon, on va se contenter, je pense, du live sur TikTok et qu'on va le rediffuser plus tard sur YouTube. Parce que j'ai l'impression que pour être en live aussi sur je sais pas, sur YouTube, il faut avoir une certaine disponibilité, une certaine possibilité où Crois-tu que d'autres mouvements d'indépendance ont relié en Algérie grâce au MAC? Une très bonne question, Myrti, on va en parler. On va en parler tout à l'heure, on va attendre que tout le monde arrive, je m'attendrai, et après on verra petit à petit. Je m'attendrai, venez doucement. On va commencer dans un petit moment. C'est un peu moche. Allez, on va se contenter du TikTok ce soir. Et après on partagera ce live sur YouTube plus tard. Allez, est-ce que tout le monde est là? Vous avez passé une bonne journée? Vous en dites quoi de la détention de Tarkouchka à ce jour? Je l'ai dit, elle est illégale, elle est illicite. Tarkouch est victime d'un règlement de compte politique, exactement comme tous les autres hommes d'affaires et oligarques de l'époque de Bouteflika. C'était des règlements de compte, c'était des procès expéditifs. On aurait pu leur éviter la prison, on aurait pu préserver leurs entreprises. Ils sont victimes d'un acharnement judiciaire et politique, ni plus ni moins, et je pourrais l'expliquer plus tard encore. À 23h30, encore dans 5 minutes et on commence. Tapotez les amis s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tapoter et partager partout ce live? De grâce, partagez-le. Oui, à 21h30 on commence, vous êtes d'accord? Merci beaucoup pour vos cadeaux, pour vos cœurs. Il faut juste avoir 2 portables, oui. J'ai 2 portables, yeah habibi, numidos. J'ai 2 portables, mais pour mettre... en réalité, j'ai pas la place pour mettre le deuxième. Il me manque un trépied. Bon, on va se débrouiller pour plus tard. Je sais pas si je vais d'ici ce soir. Je vais trouver une solution pour mettre YouTube. Où est-ce que je peux le mettre? Est-ce que vous pouvez m'attendre 2 secondes? Je vais essayer de ramener une... attendez. Non, ça ne marchera pas. Bon, allez. De toute façon, on va le partager après. L'influence turque en Algérie, intéressant. Azer Tazer, merci beaucoup pour ta question et la vivacité de ton esprit, mon cher. Allez, ça monte. Encore 4 minutes. Et Ismaël, il faut monter tes intervenants. Ismaël, je suis tout à fait d'accord. On ne maîtrise pas encore l'outil TikTok. La vérité. Donc, on attend un intervenant. Je sais pas comment maîtriser, etc. On maîtrise pas encore les outils. C'est quoi? C'est même pas mon 6e, mon 7e live avec vous. Nous, on a décidé de prendre le temps de maîtriser TikTok, de maîtriser tous les outils, petit à petit. Après, on va monter en puissance, on va maîtriser. Ensuite, on a des salons de discussion avec vous, avec les membres de notre communauté. Et on va essayer de faire des débats nocturnes à chaque fois que c'est possible. Mais au début, soyez compréhensifs et indulgents un peu avec nous. On va y aller doucement mais sûrement. La qualité elle est bonne. Vous filmez avec quoi? C'est avec un iPhone, mon cher Salem. Abdou, tu réponds quoi à ceux qui disent que le magasin te finance? Si le magasin me finance, je suis sur TikTok. Ya khoya Othman, je sais même pas utiliser. J'ai même pas un deuxième téléphone comme il se doit pour être un live sur YouTube. Si le magasin me finance, quand je suis là, how can I film Marrakech au bord d'une piscine, je suis, regardez où est-ce que je suis, dans une petite pièce. Et pourquoi le magasin a besoin d'Abdou Samma? J'aimerais bien comprendre les gens qui disent le magasin finance, le magasin رديناه partout. Le magasin finance la CAF. Le magasin finance tous les opposants algériens. Le magasin finance le MAC. Le magasin finance Donald Trump. Le magasin finance les Émirats. Le magasin c'est des extraterrestres, c'est des visiteurs.
C'est une civilisation supérieure à toute l'humanité. Ils sont aussi forts que ça. Les partisans du régime Tebboune et la propagande du régime Tebboune, ils n'arrivent pas à comprendre les propagandistes que, en essayant, ils sont pas en train de nuire à leur, comment dirais-je, ils sont pas en train de nuire à leurs adversaires. En racontant des conneries. En racontant des conneries, en racontant du n'importe quoi. Mais vraiment, en racontant du n'importe quoi. Ils sont pas en train de rendre service, ils sont pas en train de service à eux-mêmes, ni de se protéger. Avec leurs mensonges et la bassesse de leurs insultes et de leurs calomnies, le ridicule de leurs arguments, ils rendent service. Il est puissant pour manipuler Abdou Sammar, Farhat Mahani, Zetot, MRDZ, tout le monde. Même Ben Zdira qui était anti-Makhzen, anti-marocain, maintenant تخلوه معنا. قال لك aussi celui qui critique Tebboune, il est manipulé par le Makhzen. Donc le Makhzen هذا واش عنده هذا؟ Il est plus riche que les Émirats, il est plus riche que les États-Unis, il est plus riche que la Norvège. C'est du n'importe quoi. Si on avait accès à des financements étrangers, on ne serait pas dans des pièces à faire rester sur TikTok, on aurait des beaux plateaux de télévision, etc. On aurait eu des salles au niveau des Champs-Élysées. C'est des conneries, il n'y a rien à répondre, Othman. Je pense que les Algériennes et Algériens, ou tous nos abonnés, qu'ils soient algériens, marocains ou français ou canadiens ou je sais pas autre, ont un cerveau, ils ont un esprit critique, ils peuvent vraiment distinguer la désinformation de l'information. Ça se saurait si j'étais financé par quelqu'un ou par une puissance étrangère, j'aurais eu un train de vie, j'aurais eu des moyens, j'aurais eu des studios superbes, j'aurais eu des... Soyons sérieux, soyons sérieux. Oui, Nasser Djen, on en a parlé, on en a parlé sur Nasser Djen. Nasser Djen, il est nulle part. Il est où il est en Espagne, où il est rentré en Algérie suivant un deal avec les autorités algériennes. Il n'y a aucune preuve, aucune indication, ou pas la moindre, comment dirais-je, information fiable, aucune source fiable ne peut permettre ou ne peut annoncer que on ne peut... On n'a rien trouvé de fiable et de concret, de sérieux, pour dire que Nasser Djen est dans un endroit bien précis. Marhaba combien l'équipe, 21h30. Allez, les 21h30, on commence. Tu héberges Nasser Djen? Oui, je l'ai bien hébergé, le patron. Je l'ai hébergé. Bon, disons que Nasser Djen aurait choisi la maman d'une influenceuse sur TikTok qui serait sa maîtresse. Donc si on est un général des services, on se cache dans la maison de la maman de sa maîtresse, c'est que les services algériens, ils sont foutus. Hein. On ne peut pas compter sur eux pour protéger le pays. Hein. Parle de ta relation avec Tahkou. Tahkou, c'est un ami, bien sûr. C'est un ami que je considère comme un brillant industriel qui a créé des emplois. Contrairement au régime algérien, au régime Tebboune, qui n'a pas créé d'emplois, il les a même détruits. Allez, 21h31, on commence. Allez, on commence. Par quoi voulez-vous qu'on commence? Je pense que il est inévitable de commencer par ce qui s'est passé aujourd'hui avec le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui a réalisé, pour moi, l'inimaginable. Comme une information importante. Ce 14 décembre 2025, tenez-vous bien, ce 14 décembre 2025, alors que le 13 décembre, hier, à la fin de la journée, la préfecture des Yvelines, le préfet des Yvelines, l'un des départements les plus importants de la région Île-de-France, qui abrite la ville de Marseille et de Versailles. À Versailles, le MAC avait il avait mobilisé les moyens financiers nécessaires pour louer une salle prestigieuse située au niveau du palais des Congrès de Versailles, qui est juste située en face du château de Versailles. La préfecture leur a interdit la manifestation au niveau de cette salle, prétextant et avançant comme mobile des risques sérieux de troubles à l'ordre public. Moi, à la fin de la journée, on en a parlé hier, on a fait un live, on a fait plusieurs émissions pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette interdiction. On vous a même montré le document signé par le préfet des Yvelines, M. Frédéric Rose. On vous a expliqué qui était ce préfet, un ancien conseiller de Emmanuel Macron. Et on vous a raconté ce qu'il avait évoqué comme argument, 3 principaux arguments. Des risques de bagarre et de rixes entre partisans du régime algérien ou algériens tout court avec les militants du MAC qui étaient partisans du MAC, risque de troubles à l'ordre public,
parce qu'il y avait des touristes qui venaient régulièrement, qui viennent régulièrement voir le château de Versailles, qui est l'un des les plus hauts lieux du tourisme en France, et 5000 personnes s'étaient attendues ce week-end-là, avec des manifestations culturelles et importantes festives autour du château de Versailles. En plus, le préfet des Yvelines avait expliqué qu'il n'avait pas à sa disposition un nombre important de policiers ou de membres des forces de police pour assurer la sécurité de cet événement que le MAC devait ou voulait organiser au niveau du Palais des Congrès de Versailles. Donc le préfet a dit au MAC: il n'est pas question que vous organisez votre soirée, votre cérémonie de déclaration d'indépendance, la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie ou l'indépendance unilatérale de la Kabylie. On ne veut pas de vous dans notre ville, partez ailleurs. Ben, il n'aura pas dit partez ailleurs, il aura tout simplement interdit toute manifestation préalable dans le lieu qui a été initialement choisi. C'était à la dernière minute. Donc le MAC n'avait pas de choix, il était cuit. Logiquement, il était cuit. Il avait engagé 2 avocats importants, dont Emmanuel Altit, qui est l'avocat de Benjamin Netanyahu, et un autre qui est un franco-israélien, qui est un chroniqueur célèbre sur CNews. Ils ont contesté la décision au niveau du tribunal administratif de Versailles. Ça, on vous l'a raconté hier. Donc, jusqu'à 1h tardive de la nuit, la justice n'a pas répondu, la justice française n'a pas répondu, jusqu'au dimanche matin. Les juges des référés n'ont pas répondu à la contestation et au recours du MAC. Donc, moi, franchement, je m'attendais à ce que le MAC, où il reporte sa déclaration, son événement, où il organise, où il met en place un plan B, qui consiste à faire dans une petite salle, en comité réduit, une sorte de déclaration médiatique qui sera diffusée dans les médias, qui sera diffusée sur les réseaux sociaux, et juste pour marquer la symbolique, pour marquer le coup, pour dire voilà, symboliquement, malgré l'interdiction des autorités, malgré l'interdiction des autorités françaises, nous allons quand même réaliser et faire et parler, de notre proclamation de l'indépendance unilatérale de la Kabylie. À ma surprise, le MAC s'était bel et bien préparé, puisqu'il avait loué une salle. Je vais vous donner l'adresse. Vous allez être choqués. J'étais choqué quand j'ai obtenu l'adresse de la salle. 9 avenue Hoche, dans le 8e arrondissement. Le MAC avait déjà préparé un plan B. Ils avaient trouvé une salle au niveau de 9 avenue Hoche, dans le 8e arrondissement. 9 avenue Hoche, 8e arrondissement, il y a un établissement très célèbre à Paris qu'on appelle les salons Hoche. Les salons Hoche, c'est un ensemble de salles pour la restauration, pour les événements, pour les mariages, pour des événements. C'est un lieu événementiel, un lieu d'événement. On parle d'un espace événementiel. Sauf que c'est un espace très luxueux. Il est moins luxueux que le palais des congrès de Versailles, mais disons qu'il est il est aussi luxueux. Il est vraiment luxueux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le MAC a réussi à louer une salle au niveau des salons Hoche. Les salons Hoche, ils ont différentes salles. Ils ont une salle qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes, qui coûte entre 6 000 et 6 500 € la journée. Donc le MAC a dû payer, je ne sais pas s'il a négocié une demi-journée ou est-ce qu'il a payé toute la journée, je ne sais pas encore les détails, nous sommes en train d'enquêter. Parce que vraiment, le MAC, il a des ressources financières impressionnantes. Hein. Moi, je ne comprends pas, le mouvement, ils étaient folkloriques, totalement, ils existaient à peine sur Facebook, ils faisaient à peine des lives sur Facebook. Aujourd'hui, ils se permettent de louer au niveau du Palais des Congrès de Versailles. Même le Palais des Congrès de Versailles, on leur a dit non, c'est interdit, vous n'avez pas le droit d'être là-bas. Ils sont partis dans le 8e arrondissement, juste à côté, pas très loin, de l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, c'est à côté, vous connaissez très bien. 9 avenue Hoche. 9 avenue Hoche, c'est quand même très important. À côté imaginez, 9 avenue Hoche est situé à côté de quoi? Imaginez. Merci beaucoup pour les casquettes, Ajma. Merci beaucoup pour les cadeaux. 9 avenue Hoche, les salons Hoche sont situés, tenez-vous bien, à 7 minutes. 7 minutes de l'ambassade d'Algérie à Paris. L'ambassade d'Algérie, 7 minutes. Avenue Hoche, c'est là, 7 minutes. La rue Lisbonne.
L'ambassade d'Algérie à Paris, elle est à rue Lisbonne. Rue Lisbonne. Donc, le MAC s'est permis le luxe d'organiser ou de proclamer l'indépendance unilatérale de la Kabylie dans un lieu situé à 2 minutes de voiture du siège de l'ambassade d'Algérie à Paris et à 7 minutes à pied du siège de l'ambassade d'Algérie à Paris. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Mais vraiment, voilà, merci beaucoup. C'est un pied de nez. C'est plus que de la provocation. C'est le comble de l'ironie. C'est même pas de l'ironie ou de la provocation. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais c'est que le MAC cherche à titiller le régime algérien. Le MAC veut prouver au régime algérien qu'il est devenu un mouvement structuré. Et là, les autorités françaises n'ont pas interdit, n'ont pas voulu, n'ont pas pu interdire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je m'explique, dans la loi française, on doit demander une autorisation préfectorale pour organiser un rassemblement dans la rue, dans l'espace public, une manifestation, une marche, etc. Mais dans un lieu fermé, il n'y a pas besoin d'autorisation préfectorale. Mais si le préfet est averti par les services de sécurité, que ce soit la DGSI, le renseignement intérieur français, ou les renseignements généraux, ou de la police nationale française, ils ont différents services de renseignement en France, ils n'ont pas les renseignements généraux, ça s'appelle les renseignements territoriaux. Ou la gendarmerie nationale en France, elle a son service de renseignement, et la police nationale, elle a son service de renseignement, et la préfecture de police de Paris, elle a son propre service de renseignement. Si le préfet est saisi par les services de renseignement, pour lui demander d'annuler cet événement, de l'interdire, parce qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public et des risques d'incidents qui peuvent menacer l'ordre public ou la sécurité nationale, le préfet intervient. Cette fois-ci, contrairement à Versailles, dans les Yvelines, les autorités françaises n'ont pas interdit l'événement du MAC, mais ils ont ceinturé le quartier, ils ont quadrillé le quartier. Il y avait un dispositif policier impressionnant. Il y avait les CRS. Les CRS, c'est les forces anti-émeutes. C'est les forces anti-émeutes de la police nationale française qui sont chargées du rétablissement de l'ordre public. Le quartier, avenue Hoche, était encerclé. Des fouilles, les policiers français, donc, ont organisé des fouilles, ont mis en place un dispositif de surveillance avec un niveau de vigilance élevé et un dispositif approfondi avec comme objectif d'empêcher des attaques armées ou d'empêcher que des énergumènes, que des militants anti-MAC, que des ennemis du MAC ou que des individus suspects ne puissent relier ou rallier le lieu où le MAC avait décidé d'organiser sa cérémonie de proclamation de l'indépendance unilatérale de la Kabylie, pour qu'il n'y ait pas de débordement, des affrontements violents ou quelque chose qui pourrait ressembler à une atteinte à la sécurité, à un risque de débordement. Donc le dispositif policier était très efficace, il n'y a eu aucun débordement, et le MAC, de 14h jusqu'à pratiquement 20h30, il a organisé sa cérémonie en présence de plusieurs invités étrangers, dont des députés canadiens, des mouvements indépendantistes québécois, des représentants des mouvements indépendantistes corses, des activistes marocains, des représentants de politiques israéliens, il y avait des journalistes étrangers, il y avait plus de 500 personnes. Le MAC, finalement, il a réussi son coup. On croit sincèrement, le MAC a réussi son coup. Se permettre le luxe de louer, de réserver à une salle située à 2 minutes de voiture et 7 minutes à pied. 7 minutes à pied de l'ambassade d'Algérie. Vous imaginez? Rue Lisbonne, l'ambassade d'Algérie, ils auraient pu marcher 7 minutes, ils auraient croisé les militants du MAC qui voulaient proclamer l'indépendance de la Kabylie. Et des instructions ont été, la direction du MAC, faut dire, elle a bien organisé l'événement. Les militants du MAC, ils ont été avertis à la dernière minute. Les militants du MAC ou les invités du MAC qui sont venus, ils ont été instruits et priés de ne pas manifester dans la rue, de ne pas entonner des slogans, de ne pas prendre leur drapeau dans la rue, etc. pour ne pas justifier
pour que les autorités françaises ne prennent pas, pour que le préfet ou la préfecture dont relève le quartier résidentiel de l'avenue Roche n'interviennent pas pour demander l'annulation et l'interdiction de l'événement pour éviter des troubles à l'ordre public. Donc tout s'est passé de façon bien huilée, bien disciplinée. Sarahat, ana khal'ouni. Je m'entendais pas. Hier, je me suis dit, les autorités françaises les ont privés de leur salle. Ils sont, quelque part, pardonnez-moi le terme, dans la merde. C'est à la toute dernière minute. La justice, je m'attendais à ce qu'elle ne va pas répondre. C'était samedi soir ou dimanche matin. C'est pas une urgence absolue. Quel que soit, c'est pas un parti politique français. C'est pas un collectif politique français. C'est pas, voilà, c'est un mouvement indépendantiste étranger établi sur le sol français. Donc je savais que le juge français n'allait pas répondre ni ce matin ni hier soir. Mais le MAC, il avait un plan B. Il avait les ressources financières pour mettre en place ce plan B. Mais il avait aussi la logistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a entraîné ses militants, qu'il a préparé l'événement, qu'ils ont acheminé les invités vers l'avenue Hoche, que tout était la salle, au niveau de la salle, il y avait de la logistique, il y avait une scène, il y avait des groupes musicaux qui ont été invités, la presse étrangère, elle était là-bas, il y avait un service de sécurité interne. Le MAC n'est plus un mouvement folklorique. Wallah, en 2015, il y a 10 ans de cela, le MAC, on rigolait sur eux. À l'époque de Bouteflika, on rigolait sur eux. Mais c'est quoi ces illuminés? Ils s'en foutent. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont des idées bizarres. Le MAC en 2015, il n'existait que par la personne de Farhad Mahani. C'était Farhad Mahani, ses discours sur Internet, ses sorties médiatiques, controversées, sulfureuses, les médias algériens l'attaquaient, lui il contre-attaquait, et il y avait une minorité d'illuminés qui l'entouraient, des adorateurs de Farhad Mahani. Pour eux, Farhad Mahani, c'est un prophète, c'est même pas un leader politique, et voilà. Et voilà, ni plus ni moins. Aujourd'hui, force est de constater, qu'on le veuille ou non, que le MAC a mûri, que le MAC maintenant il a la capacité logistique, la capacité financière, d'être dans des grandes salles, d'organiser un événement à 7 minutes à pied de l'ambassade d'Algérie à Paris, qu'il peut faire face à des interdictions prononcées par les autorités françaises, les autorités préfectorales, qu'il a été, qu'on le veuille ou non, il a mobilisé des gens. Vous allez me dire, oui, Abdo, il est soutenu par des puissances étrangères, il est soutenu par des lobbies israéliens. Oui, mais s'il n'était pas intéressant, s'il n'était pas structuré, s'il ne représentait pas une force politique crédible, pourquoi Israël ou des partis ou des lobbies marocains ou des lobbies israéliens ou des lobbies français soutiendraient le MAC? Ça veut dire que le MAC, il a une base aujourd'hui. Il a une base militante. C'est ça aujourd'hui la leçon qu'on doit tirer de ce 14 décembre. Aujourd'hui, en Algérie, nous avons face à nous un mouvement séparatiste qui a une base militante, qui a des cadres, il a des dirigeants qui sont structurés, il a de la logistique, il a des moyens financiers, il a des connexions internationales. Qu'on le veuille ou non, des connexions internationales. Il a des connexions avec les Corses, des connexions avec les Québécois et les Canadiens, des connexions avec des Anglais, des connexions avec des Israéliens, des connexions avec des Marocains. Il a élargi sa base. Il a un carnet d'adresses. Le MAC a gagné en maturité. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui dangereux. C'est que nous avons un mouvement structuré, mature. C'est simple, si vous voulez, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me contredisent sur le live, je vais répondre à vos questions. Mais c'est à moi de vous répondre. J'aimerais bien qu'avant de répondre à vos questions, de vous poser moi-même une question. Est-ce que vous connaissez un parti politique qui aurait pu, en Algérie, attendez un parti politique, donnez-moi un parti politique qui aurait pu, en 24 heures, après avoir essuyé une interdiction des autorités françaises, est-ce que vous connaissez un parti ou un mouvement ou un collectif ou une association qui peut en 24 heures louer une salle en plein cœur de Paris, à côté de l'Arc de Triomphe, à côté de l'ambassade d'Algérie à Paris, mobiliser plus de 500 personnes, ramener des invités étrangers, organiser des spectacles musicaux, organiser une réception, offrir à manger, organiser des prises de parole, des rétroprojecteurs, etc. en 24 heures? J'en connais pas. Vous allez me dire, oui Abdo, mais ils l'ont pas organisé en 24 heures, ils avaient certainement un plan B, etc. Donc ils sont malins. S'ils avaient un plan B, ça veut dire qu'ils ont anticipé l'interdiction de la préfecture des Yvelines.
ils sont malins. Donc ils ont des relations. Donc ils ont une structure. Est-ce que le LCD d'aujourd'hui peut faire la même chose que le MAC? Est-ce que le RCD ou le FFS, pour prendre les deux grands partis politiques qui avaient un enracinement en Kabylie, est-ce qu'ils auraient pu, par exemple, ramener ou avoir mobiliser 700 ou 500 ou 200 personnes dans une salle, faire un spectacle, faire une mise en scène, ramener des invités étrangers, etc. Je ne le pense pas. Je ne le crois pas. N'importe quel autre parti politique, même le MSP, n'importe quel parti politique en Algérie, à l'étranger, il n'est même pas capable de réunir 100 personnes. Même pas 100 personnes. Les partis, alors contrairement au MAC, l'affrontement avec le régime algérien, la diabolisation du régime algérien du MAC, cette logique de bras de fer, cette persécution dans laquelle a été victime le MAC. Regarde, la brutalité avec laquelle le régime Tebboune a traité le MAC, l'agressivité, elle a fini par renforcer le MAC. Le MAC, il a développé une capacité de survie dont il ne disposait pas en 2015. Cette persécution lui a été profitable. Qu'est-ce que je vous disais hier et avant-hier? Je vous disais que la gestion Tebboune du dossier du MAC, elle est tout simplement catastrophique. Elle est contre-productive. Au contraire, c'est un serpent que Tebboune a nourri, et le serpent a fini par mordre son maître. Tebboune a utilisé le MAC comme serpent pour terrifier la Kabylie, justifier la répression, asseoir son pouvoir et sa domination sur toute la Kabylie, et c'est le contraire qui s'est produit. C'est le contraire qui s'est produit, parce que le MAC aujourd'hui est sorti très fort. Je vous le disais, oui ou pas, quand on connaît comme nous avons un mouvement. Ni Bengrina, ni comment il s'appelle, Mokri, ni Mohsen Belabbas, ni Karim Tabou, personne, aucun leader politique en Algérie, je vous défie, et aucun mouvement politique en Algérie ne peut avoir une telle structure. Pour le moment, à cause de la persécution, parce que le LCD, le FFS a été clochardisé, divisé, etc., affaibli. Le LCD a été maintenu, réprimé, persécuté, il est réduit au silence. Il ne peut exister que médiatiquement que sur les réseaux sociaux. Les leaders du Hirak, le Hirak a été étranglé et étouffé, et les leaders du Hirak ont été tous emprisonnés, placés en détention, etc. Du coup, le vide politique qui a été créé par le régime Tebboune en Algérie a profité au MAC. Le MAC, il a eu le terrain vierge. C'est comme si, dans un championnat de football, vous allez interdire le football dans toutes les régions du pays, vous laissez qu'une seule ville qui a un club de football. Et là, il y a deux villes qui ont un club de football. Donc, il y aura un match qui va les affronter, qui va les confronter toutes ces deux équipes pendant tout le reste du championnat. Et à un moment donné, ce vide politique, il a été investi, rentabilisé par le MAC, qui est devenu une force. Habina ou Nankroha, qui est devenu une force politique. Qu'est-ce que c'est qu'une force politique? Une base militante, une structure opérationnelle, c'est-à-dire une structure opérationnelle, on peut organiser des événements, on peut faire des interventions, etc. Il a des relais médiatiques. Avant, il avait, en 2015, il n'y avait que Siwel, avec l'agence de forme, le site Siwel, qui était très mauvais à l'époque. Aujourd'hui, ils ont Taqdaïli TV, ils ont Kabylia Times, ils ont plusieurs médias sociaux. Donc, il a une structure opérationnelle qui peut réaliser des opérations médiatiques, des opérations politiques, des opérations de lobbying. Une base militante, les militants du MAC sont là, malgré le fait qu'ils soient condamnés à mort, malgré les détentions arbitraires en Algérie, malgré que le mouvement soit menacé et classé comme terroriste, etc. Les militants du MAC étaient nombreux. Je suis désolé. Par contre, les rassemblements qui ont été faits, auxquels ils ont appelé certaines associations, d'ailleurs proches du régime algérien, mais c'est pas grave. On peut être proche du régime algérien tout en étant un Algérien patriote. Elles n'ont mobilisé pratiquement personne. Est-ce que vous avez vu des milliers d'Algériennes et d'Algériens qui ont rejoint la place de la Nation pour manifester contre l'initiative du MAC et contre le projet séparatiste du MAC? Est-ce qu'il y a eu des milliers d'Algériennes et d'Algériens qui sont sortis à Marseille? Est-ce qu'il y a eu des milliers d'Algériennes et d'Algériens qui sont sortis à Lyon ou à Lille? Je n'ai pas vu. J'ai vu quelques images, place de Nation, une centaine. J'ai l'impression, et je peux me tromper, peut-être si vous avez vu les images trop lolées, j'ai l'impression que les militants du MAC étaient beaucoup plus nombreux à l'avenue Hoche que les militants, que les défenseurs de l'unité nationale de l'Algérie à la place Nation. Et dans la Niralade, vont me corriger, hein. Mais à la BH, il a chef toutes les images.
Et dans l'année Khalad vont me corriger. J'espère me tromper, mais malheureusement, j'ai essayé de revoir les images, mais qu'est-ce une grande mobilisation? La communauté algérienne ne s'est pas beaucoup mobilisée en faveur de cet appel. Pourquoi? Parce que cet appel a été lancé par des collectifs proches du régime algérien. J'ai parlé avec des sources proches, des sources très bien introduites au sein du régime Tebboune. J'ai même parlé avec des personnes hautement placées. Au Kotlan, vous avez fait une erreur. Rakoud, vous avez fait une erreur. C'est une catastrophe ce que vous avez fait. Utiliser, je dis bien, utiliser des collectifs qui sont réputés, classés en France comme étant des partisans du régime Tebboune, comme étant des chiétines de Tebboune, vous n'allez mobiliser personne. Et vous allez encore une fois rendre service à Tebboune. Vous allez encore une fois rendre service au MAC, pas à Tebboune. Puisque la majorité des Algériens et des Algériens, mais Tebboune chiétines. Les Algériens et les Algériens, كرهوا Tebboune, كرهوا système Tebboune. Mais Tebboune chiétines, la preuve, chiétines, mais d'Alouelou. Bien sûr que la majorité écrasante des Algériens et des Algériens, et je le dis encore une fois, la majorité écrasante des Kabyles sont contre le MAC, contre les édits du MAC. Sauf que cette majorité, elle est silencieuse. Elle n'est pas récupérée par un mouvement politique. Elle n'est pas structurée. Elle n'est pas fédérée autour d'un mouvement politique, autour d'associations, autour de cercles de réflexion, ou là, autour d'entités politiques organisées. Le MAC, c'est une minorité, mais une minorité agissante. Une minorité agissante. Et je mets à l'histoire. L'histoire de l'humanité. C'était quoi? Qui a fait l'histoire de l'humanité? Des majorités silencieuses? Ou je ne dis bien les majorités silencieuses? Les gens qui regardent sur la télé ou sur TikTok. Une minorité agissante, comme le MAC, une structure, une direction, des délégués, une présence médiatique, des relations internationales, même avec des mouvements extrémistes, comme l'extrême droite en France, ou l'extrême droite israélienne, mais ça reste des mouvements, des relations internationales, avec la presse internationale qui parle de plus en plus du MAC. En 2015, qui parlait du MAC? Qui parlait du MAC? Makesh? Qui parlait du MAC? Makesh? Personne ne parlait du MAC. On va comparer avec le Polisario. Il y a des gens qui mettent en comparaison avec le Polisario. Je suis désolé, pour moi, le MAC aujourd'hui, il est plus rayonnant que le Polisario. Est-ce que vous avez vu le Polisario organiser dans des salles luxueuses, dans les capitales européennes, des événements ou des rassemblements? Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Qui connaît le leader du Polisario? Ah, Brahim Ghali. Brahim Ghali, il est interrogé par qui? Est-ce qu'il fait la une des médias étrangers, des médias français, des médias les plus influents du monde? Je l'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu des leaders du Polisario au sein du Parlement français, au sein du Sénat français, au sein du Parlement britannique, au sein du Parlement canadien? Le Polisario, il a ses soutiens. Il a des soutiens internationaux, en Espagne, à Cuba, au Venezuela, en Afrique du Sud. Il a des soutiens internationaux, y compris en France. Mais les soutiens du MAC ont une plus grande influence. En tout cas, ils ont une plus grande notoriété. Pourquoi? Parce que c'est des mouvements politiques adossés à des mouvements qui sont de plus en plus populaires, de la droite ou de l'extrême droite. Et il y a des médias internationaux, les CNews. On a vu le journal de dimanche qui a parlé de Farhat Mahani. On a vu la France 2, on a vu des télévisions publiques, on a vu des personnalités médiatiques, qu'on l'a vu ou non, l'extrême droite israélienne, elle est très bien introduite aux États-Unis. Donc, les connexions internationales du MAC, ils lui ont ouvert des portes. Il faut aujourd'hui reconnaître une chose. En Algérie, il y a un duel aujourd'hui. Le seul duel politique qui existe, c'est entre le régime Tebboune et le MAC. Le duel qui existe aujourd'hui, régime Tebboune, le MAC, qui est un mouvement séparatiste. Il n'y a plus aucun mouvement politique qui peut faire une troisième voie, ou qui peut être une troisième voie. Makash, tout a été clochardisé. Louisa Hannoun, Meskina, de temps en temps, elle est reçue par Tebboune, elle parle. Ou Louisa Hannoun, elle ne travaille pas sur le terrain. Ou Chaïdel sur le terrain. Mais je vous faire. Quand les militants du MAC ou les délégués du MAC, ils sont sur le terrain. Makhalou la Grande-Bretagne, makhalou le Canada, makhalou la France, makhalou le Maroc, makhalou Israël, makhalou l'État. Ils partent partout en Europe. Attention, ils sont partout en Europe. Makhalou l'Angleterre. Ils bougent. Vraiment, ils bougent. Où j'ai dit comme mouvement politique en Algérie. Abdelrazak Moukri, Djebha, la Palestine. Où il a des problèmes avec le régime, où il part en Turquie pour parler de la Palestine, où il est en Algérie pour parler de la Palestine. Qui est le mouvement politique en Algérie qui a plus de 500 détenus, mis à part le MAC? Je ne connais pas.
Moi, je ne connais pas. Est-ce que vous avez... est-ce que le LCD, il a 500 détenus de ses militants? Est-ce que le MSP, il a 500 détenus politiques? Non, pas du tout. Le MAC est devenu une force politique. Nuisible, oui. Condamnable, oui. Mais elle existe. Aujourd'hui, si on veut traiter le problème du MAC, il faut absolument changer d'approche. Il faut comprendre et prendre conscience qu'à partir de ce 14 décembre 2025, il est aujourd'hui une force politique structurée. Et ça, c'est la nouveauté. Nous avons face à nous une force politique structurée, qui inquiète, qui peut être... Au départ, en demi-force Bouteflika, le MAC était maîtrisé. Pourquoi? Parce que Bouteflika était intelligent. Quelle est la différence entre Bouteflika et Abdelmajid Tebboune? Bouteflika, qu'est-ce qu'il a fait? Bouteflika, il a contrôlé le MAC. C'est comme si quelqu'un, il a un chien méchant, enragé, il le met dans un coin du jardin, il le nourrit bien, il le contrôle, il le surveille, il l'utilise. Mais il ne le laisse pas sortir, parce qu'à la belle aussi, il sort, le chien méchant, il va s'enfuir, il va devenir libre, il sera encore plus dangereux à l'extérieur. Bouteflika, il a tout fait pour que le MAC ne se développe pas en Europe, ne se développe pas à l'étranger, pour qu'il ne soit pas récupéré par des puissances étrangères, pour qu'il ne soit pas utilisé par des puissances étrangères. Donc le MAC existait en Kabylie. Ils sortaient le 20 avril, ils avaient des associations, les militants du MAC, Axel Bilabassi par exemple, le bras droit de Farhad Mahani, il vivait en Algérie jusqu'à 2019. Il militait depuis l'Algérie, ils étaient dans les universités, les renseignements généraux algériens, les services secrets algériens les connaissaient, ils étaient donc identifiables, on connaissait leurs mouvements, on les maîtrisait. Le 20 avril, ils sortaient quelques centaines de militants du MAC, il y avait des curieux qui les rejoignaient ou là, qui se griffaient à leur marche, ça faisait quelques milliers. C'est rien du tout dans les 7 millions de Kabyles ou les 8 millions pratiquement de Kabyles que l'Algérie connaît. C'est pas un problème. Mais, Oujder Tebboune, alors que Bouteflika, c'était maîtrisable. Il y avait Farhad Mahani, il parlait, mais il n'avait aucune légitimité. Son discours n'avait pas de légitimité. Pourquoi? Parce que le MAC en Algérie n'était pas opprimé. Très rares, les militants du MAC étaient condamnés. Ou là, ils ont été arrêtés. Quand ils sont arrêtés, moi j'ai fait des marches en Kabylie. Contre 2017, 2018. On a fait des marches quand il y avait des militants, des blogueurs, kabyles, etc., proches du MAC, ou la autonomiste. À l'époque, on parlait d'autonomie. Quand ils étaient arrêtés, il y avait des membres du MAC qui manifestaient, etc. Ils étaient relâchés. Les commissariats, 24 heures, 48 heures. Ensuite, ils étaient relâchés. C'est bon, pas plus. Mais le MAC est resté un problème local. À l'étranger, Farhad Mahani, il n'avait pas d'argument à faire valoir. Il n'y avait pas beaucoup de détenus politiques du MAC. Il n'y avait pas d'emprisonnement arbitraire contre les militants du MAC. Il n'y avait pas de diabolisation excessive. Il n'y avait pas de grande médiatisation du MAC. Classe. Le problème était maîtrisé. Bouteflika خدمها intelligemment. Pour Bouteflika, خليهم ces minorités, ما نزلش نعطوا لهم la force ou l'occasion plutôt. Pardonnez-moi. ما نزلش نعطوا لهم la force ou l'opportunité ou la possibilité de mûrir, de se renforcer et de devenir un mouvement dangereux qui peut être récupéré, qui peut prospérer à l'étranger. Parce que le problème d'un pays comme l'Algérie, d'une dictature comme l'Algérie, le problème c'est quoi? C'est l'opposition qui se prospère à l'étranger. L'opposition qui est locale, tu peux la maîtriser, tu peux dialoguer avec elle, tu peux la rappeler à l'ordre, tu peux l'intimider quand tu veux, tu peux négocier avec elle. Mais une opposition à l'étranger, quand l'opposition s'installe à l'étranger, et elle fréquente les grands cercles, d'autres cercles politiques étrangers, et elle a accès aux médias étrangers, et elle peut avoir accès à des financements étrangers, et elle peut faire des alliances avec des mouvements étrangers. Donc Tebboune, tellement il est, je dirais pas idiot, pas par idiotie, par aveuglement, il a pensé que la répression, que la logique de la force, que le rapport de force, que la persécution était la seule solution. Sauf que on ne lutte pas contre une idée politique par la force. La force n'est pas la solution contre une idée politique. Le MAC était un mouvement armé, terroriste, vraiment, il faisait des bombes, des attentats. Oui, je peux comprendre. Là, la lutte, elle est nécessaire, la force. Mais le MAC était pacifique. Donc lui, il est pacifique. Il a une idée politique radicale. Il fallait le combattre. Il fallait la combattre radicalement. Radicalement. Malheureusement, Tebboune a fait beaucoup d'erreurs.
Et aujourd'hui, nous sommes face à un sérieux problème. L'Algérie, depuis ce 14 décembre 2025, elle a face à elle un mouvement séparatiste structuré, soutenu à l'international, disposant d'une base militante qui ne cesse de s'élargir et qui est dotée d'une organisation logistique ou qui est dotée d'une capacité organisationnelle qui peut se développer de plus en plus à l'étranger. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Alors, je vois des gens qui me disent le Poskoy. Ah, merci beaucoup pour la casquette, Hatim. Poskoy me dit Laurent Nunez était intervenu pour interdire la manifestation du MAC pour sécuriser son déplacement. C'est possible, c'est possible. C'est possible que ce soit Laurent Nunez qui est intervenu, mais je pense beaucoup plus Emmanuel Macron. Je crois que c'était beaucoup plus Emmanuel Macron avec l'accord et... Mais je pense que Laurent Nunez n'était pas d'accord. Il n'est pas d'accord du tout avec cette idée de permettre au MAC, au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, d'organiser un événement. Encore une fois, c'est pas un événement quelconque. Il faut comprendre les autorités françaises. C'est que vous avez un mouvement séparatiste qui déclare l'indépendance d'un territoire et la sécession d'un territoire d'un pays étranger. Comment la France l'a regardé. Et ces dernières années, je vous donne un exemple. Ces dernières années, il y a un pays qui s'appelle l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui cause beaucoup de problèmes à la France. Parce que l'Azerbaïdjan était... récemment, il y a eu la guerre en 2020, il y a eu la guerre Azerbaïdjan-Arménie. La France a soutenu militairement et financièrement et diplomatiquement l'Arménie. L'Azerbaïdjan pour se venger et s'est rapproché des mouvements indépendantistes anti-français. La Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes corses ont été invités à Bakou, en Azerbaïdjan, et 2 ou 3 reprises, ils ont fait des événements, ils ont fait des congrès internationaux, où les autorités azerbaïdjanaises, le régime azerbaïdjanais, a soutenu ouvertement les mouvements séparatistes français. Et ça a créé une crise diplomatique importante, et ça a créé des tensions politiques entre les 2 pays. La France n'a pas du tout apprécié que les autorités de l'Azerbaïdjan, que le régime de l'Azerbaïdjan soutienne ouvertement des mouvements séparatistes. Alors, ça ne fait plaisir à aucun pays. Alors, comment voulez-vous que la France puisse justifier une telle attitude d'abriter un mouvement séparatiste qui menace l'intégrité territoriale d'un pays étranger? Donc, cette interdiction, elle est normale. Elle était même attendue. Moi, je savais. Encore une fois, le MAC n'a pas annoncé le lieu. C'était délibéré, c'était exprès. C'était un choix bien réfléchi de ne pas annoncer le lieu de la proclamation de la déclaration de l'indépendance pour ne pas être interdit, pour ne pas attirer l'attention des autorités françaises. Les autorités françaises, parce que si l'événement s'était déroulé à Versailles, ça aurait été une catastrophe. Déjà, dans une petite salle de 500 personnes, ils l'ont bien organisé. À Versailles, au Palais des Congrès de Versailles, avec 1200 personnes, ça aurait été vraiment bluffant. La salle, elle est vraiment belle, c'est en face du château, peut-être que des élus politiques français auraient participé, ça aurait été un coup de pub énorme, ça aurait été une promotion énorme pour le MAC. Heureusement qu'il n'a pas été organisé, la France a sauvé la face. En réalité, les autorités françaises, ils ont fait quoi? Ils ont limité les dégâts. On ne les laisse pas utiliser quand même, on ne les laisse pas faire ça face au château de Versailles. Alors, envoi de cadeaux dispendu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Attendez, on a un problème au niveau de notre live. On a un problème au niveau de notre live, donc je vous demande de le partager. Je vous demande de le partager massivement. On essaie de saboter notre live. On essaie de nous empêcher d'être avec vous. S'il vous plaît. Voilà. Partagez au maximum, s'il vous plaît, partagez au maximum. C'est bon? Partagez au maximum. On essaie de saboter notre live. On essaie de nous signaler des personnes malveillantes
essayent de saboter notre live. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez partager, tapoter, envoyer le maximum de cœur. Est-ce que la couche vous vient amener? Non, ça s'appuie pas. Voilà, donc désolé l'équipe, on est fortement perturbé par des signalements. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Voilà, mesdames et messieurs, je reprends. Donc, je disais que les autorités françaises ont limité le dégât, ont limité les dégâts. Ils ont orchestré une sorte de pirouette et ils ont trouvé une astuce pour vraiment saboter dans la mesure du possible l'événement du MAC, mais tout en évitant de le réprimer ou de lui interdire toutes ses activités sur le sol français. C'est comment concilier la liberté d'expression et les libertés publiques et individuelles avec la raison d'État. La raison d'État de la France dictait l'obligation à la France de ne pas autoriser une telle activité subversive, au sens propre du terme, puisqu'il s'agit de la déclaration de la sécession d'un territoire en Algérie, un pays important pour la France, avec lequel la France entretient des relations historiques, mémoriales douloureuses, mais des relations politiques, économiques, stratégiques, passionnelles et troublantes. Donc la France n'avait pas intérêt à permettre au MAC de poursuivre son activité. Elle n'avait pas intérêt. Mais elle ne pouvait pas l'interdire. Parce que c'est une démocratie, la France. Donc elle a gelé une salle. Merci beaucoup. Alors on a été juste... l'envoi de cadeaux a été supprimé parce que quelqu'un a fait des avis, je sais pas quoi. Après il a été rétabli. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je m'attelle maintenant. Apparemment, je découvre TikTok avec vous. Apparemment, on nous essaye de nous priver de cadeaux. Voilà, donc merci de les envoyer un peu plus, encore plus, pour emmerder celles et ceux qui veulent nous empêcher de recevoir vos cadeaux. Subhanallah il-Azim. Même les cadeaux, c'est pas le régime algérien. Haram kullish. Donc la France, elle a fait le service minimum. La France a fait le service minimum. C'est-à-dire réconcilier encore une fois la raison d'État avec les libertés publiques et individuelles. On est en démocratie. Qu'est-ce qui m'empêche de créer une salle? Je loue une salle à Paris où on dit les slogans politiques que je veux. N'oubliez pas, en France, il y a des mouvements indépendantistes. Les Corses, les indépendantistes corses, ils participent à des élections en France. Ils ont des élus dans des villes, dans des conseils municipaux en France. Et l'autonomie, et les indépendantistes corses, ils sont en train de négocier l'autonomie. La Corse va bénéficier prochainement d'un projet d'autonomie important. Donc, c'est vraiment la France, elle a l'habitude de gérer ça. La France, elle a un problème avec la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie, comme le Sahara occidental, c'est classé sur la liste des territoires à décoloniser. Et la France, elle a organisé des référendums d'autodétermination pour permettre à la population de la Nouvelle-Calédonie de décider de son sort. Donc, la France, elle a l'expérience. Donc, tout en restant un pays démocrate, la France devait envoyer un message fort à l'Algérie pour dire que nous, on ne cautionne pas la démarche du MAC. On ne cautionne pas l'extrémisme du MAC. On ne cautionne pas la division ou la menace contre l'intégrité territoriale du MAC. On ne la cautionne pas. Et c'est pour ça que la France a privé le MAC de sa salle la plus prestigieuse. Un école comme le Kenderouha fait le palais des congrès de Versailles. Parce que la salle aurait attiré beaucoup plus de monde, ça aurait été un meeting géant, beaucoup de popularité, etc. Et beaucoup de popularité dans le sens, il y aurait eu des personnalités de marque, il y aurait eu la presse étrangère. Donc la France, elle a limité les dégâts. Honnêtement, elle a limité les dégâts. Et Laurent Nunez a montré aux autorités algériennes qu'il est prêt, qu'il est dans la conciliation, qu'il n'est pas comme Bruno Retailleau, qu'il est pour le retour, qu'il est pour la normalisation des relations. Voilà, mais il y a des limites. Ni Laurent Nunez, ni Emmanuel Macron ne peuvent arrêter le MAC ou l'empêcher de s'exprimer. La France, il y a des lois, il y a des conventions européennes des droits de l'homme, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, il y a la Charte européenne des droits de l'homme. Et voilà,
C'est la démocratie, il existe maintenant dans les pays démocratiques, ils doivent concilier la raison d'État avec les libertés publiques individuelles. Voilà. J'ai une question, j'ai l'impression qu'Abdelaziz Bouteflika me manque beaucoup, pourquoi cela? J'ai répondu à Abbas Madani pourquoi il me manque Bouteflika. Parce qu'à l'époque de Bouteflika, on n'avait pas autant de problèmes. À l'époque de Bouteflika, on n'avait pas autant de prisonniers politiques. À l'époque de Bouteflika, moi je pouvais faire ce live depuis Alger. Et je dirigeais Algérie par depuis Alger. À l'époque de Bouteflika, le MAC n'était pas aussi puissant, aussi rayonnant. À l'époque de Bouteflika, le MAC n'a jamais réalisé un aussi grand coup d'éclat. C'est le MAC qui nous manque, parce que Bouteflika était un vrai président. Il savait gérer les problématiques délicates et sensibles. Bouteflika, de sa vie, jamais il n'a laissé un mouvement politique subversif ou un mouvement politique radical prospérer à l'étranger, au-delà des frontières du pays, et laisser des puissances étrangères le soutenir, ou l'adopter, ou l'adouber. Bien sûr qu'il nous manque. Sincèrement, moi je le dis, Bouteflika me manque. Je regrette Abdelaziz Bouteflika. Si on me dit, il y a une machine qui me permettra de ramener Bouteflika à la vie et de le mettre à la place de Tebboune, je l'aurais fait. Pour moi, Tebboune, c'est l'un des pires présidents depuis l'Algérie indépendante. Pour ne pas dire le pire, je ne vois pas pire que lui. Au moins, vous me dites un dictateur, mais il a construit un peu le pays. L'Algérie était rayonnante. Il y avait encore la question de l'indépendance. On profitait encore de la joie de l'indépendance. Il y avait encore l'Algérie était leader du tiers-monde. Il y avait la pensée socialiste, progressiste. Mais elle a Tebboune, où je sincèrement, je le regrette. Bouteflika, je le regrette. Je le dis. Avec Bouteflika, on n'a jamais eu... le pays n'a jamais été... avec Bouteflika, le pays n'a jamais connu toutes les menaces structurelles que nous affrontons, que nous subissons aujourd'hui. Balancez-nous vos questions. Et tapotez sur vos écrans, s'il vous plaît. Tapotez sur vos écrans. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, s'il vous plaît. Alors, la France, attendez, il y a des questions. Crois-tu que d'autres mouvements d'indépendance auront lieu en Algérie grâce au MAC? Merci. Oui, nous avons, je pense, la tentation séparatiste, elle peut être généralisée à d'autres régions du pays. Oui, elle peut contaminer d'autres régions du pays. La menace surtout viendrait peut-être de l'extrême sud du pays, où il y a déjà des mouvements séparatistes touareg, dans le nord du Mali par exemple, et qui ont des familles, qui ont des liens familiaux, des liens personnels avec les tribus touareg en Algérie. On peut craindre que si l'État algérien ne s'améliore pas, si on n'a pas une bonne gouvernance dans le pays, si on n'a pas de, comment on appelle ça, si on n'a pas une politique de développement sérieuse, si on n'a pas une croissance économique, s'il n'y a pas de liberté individuelle, si le pays ne respire pas, ne se développe pas et ne s'améliore pas, bien sûr, un territoire aussi grand que l'Algérie nécessite des moyens financiers, nécessite une économie prospère, nécessite une gouvernance efficace. En l'absence de ces éléments, il est possible que dans certaines régions, un sentiment séparatiste se développe. Et les Touaregs algériens, le Caïro les Touaregs maliens et l'Algérie de Tebboune, elle a eu le malheur de soutenir les séparatistes Touaregs dans le nord du Mali. Les séparatistes Touaregs, ils sont soutenus par Tebboune. Il veut les imposer aux militaires maliens, au gouvernement de transition. Il veut leur imposer l'accord d'Alger, il veut négocier avec eux. Tebboune, regardez les contradictions de Tebboune. Chez lui, il diabolise les séparatistes. Il les considère comme terroristes. Il les considère comme des diables absolus. Oui, il veut il les met en prison. Il les place en détention. Mais au Mali, non, il faut appliquer la négociation. Le gouvernement de transition malien. Pourquoi vous ne négociez pas avec le MAC alors? Pourquoi nous on doit négocier? Et encore les Touaregs au nord du Mali, ils sont armés, et ils ont dominé des villes entières, ils ont leur propre drapeau, les Zawed, ils ont leur propre organisation. Bien sûr, demain, qu'est-ce qui nous garantit, aux Algériens, que dans les 10 années à venir, si la pauvreté, la précarité, la croissance démographique, etc., continuent d'être élevées, là qu'il y aura des Touaregs indépendantistes qui vont un sentiment indépendant chez les Touaregs, c'est complètement possible, bien sûr. C'est un risque.
tous les grands pays, encore une fois, tous les grands territoires. Regardez ce qui est arrivé au Soudan, regardez ce qui est arrivé à la Yougoslavie. Ça, c'est les deux cas les plus récents dans l'histoire de l'humanité. Mais regardez ce qui s'est passé à l'Union soviétique, auparavant. Tous les grands territoires, quand ils sont mal gérés, ou quand ils sont dominés par des régimes corrompus, des régimes qui font faillite, ils peuvent éclater en plusieurs pays. Le risque, il est énorme, je le confirme. Encore une fois, partagez le live au maximum. J'ai vu une question qu'avec Bouteflika, il y a eu des morts en Kabylie, etc. Effectivement, oui. Il y a eu Bouteflika, il y a eu les événements de 2001, le printemps noir, avec une centaine de morts. Bon, le bilan officiel n'a jamais fait l'objet d'une unanimité, mais c'était... D'abord, rappelons les choses. Printemps noir, c'était une bavure de la gendarmerie algérienne. Je ne fais un mot. C'était en 2001, c'était le début du mandat de Bouteflika. Et je rappelle que le printemps noir, Bouteflika n'avait pratiquement aucune souveraineté sur ce dossier, parce que c'est l'armée nationale et populaire qui l'a géré, avec les services secrets, avec le général Toufer. Bouteflika, jusqu'à son troisième mandat, il a toujours pensé, et je peux vous le confirmer, j'ai parlé avec les proches de Bouteflika à de nombreuses reprises, ils ont toujours pensé que le printemps kabyle, le printemps noir, a été créé par les services de renseignement et un clan de l'armée pour saboter Bouteflika. Pour le saboter, Bouteflika n'a jamais souhaité le scénario du printemps kabyle. Le printemps noir, il n'a jamais souhaité. Ça a été une catastrophe pour lui. Ça a été une catastrophe de voir 2 millions de Kabyles qui manifestent un peu partout en Kabylie, qui sont venus manifester à Alger, etc. Avec la fameuse marche du 14 juin 2001 à Alger. Rappelez-vous des images, après il y a eu des bagarres, etc. Il y a eu au moins 130 morts et un bilan de 10 000 blessés. Mais rappelez-vous, c'était une bavure militaire, une bavure par un gendarme qui a usé d'armes automatiques. Bon, il y a eu le ministre de l'Intérieur de l'époque qui était un proche de Bouteflika, Zerhouni, Yazid Zerhouni qui en est pour beaucoup dans le bain de sang qui a eu lieu en Kabylie à l'époque. Mais Yazid Zerhouni, il était lié au régime algérien bien avant Bouteflika. Yazid Zerhouni, c'est un ancien des services secrets, c'est un ancien des appareils sécuritaires, de l'appareil diplomatique, enfin c'est un ancien de l'État profond. Donc ces événements ont commencé au départ de Bouteflika. Bouteflika en 2001, il n'avait pas encore le pouvoir. Bouteflika, il a eu le pouvoir réellement. Il est devenu président à part entière. Et le régime Bouteflika a disposé de tous les leviers du pouvoir à partir de 2004, à partir du deuxième mandat, quand il a éliminé l'état-major de l'armée Mohamed Ammari et quand il a empêché le coup d'état politique qui lui a été préparé par Ali Benflis. Le véritable régime Bouteflika, il a commencé en 2004. Auparavant, de 2001 à 2004, c'était vraiment insignifiant. Le régime Bouteflika, il était durant sa naissance. Il n'avait pas encore les pleins pouvoirs. Il n'y avait pas les militaires pour appliquer la politique de réconciliation nationale, pour les sauver, pour sortir le pays de la décennie noire, pour les sauver surtout des éventuelles poursuites du tribunal pénal international et pour pacifier l'Algérie. À partir du deuxième mandat, le régime Bouteflika, il a commencé à être instauré. Boualem Sansal, je ne sais pas s'il s'agit de véritablement de toi. Est-ce que le MAC va pousser le pouvoir algérien à libérer les détenus kabyles? Franchement, le pouvoir Tebboune aurait dû libérer les détenus politiques du MAC depuis bien avant le 14 décembre. Et je l'ai dit encore une fois, je pense que notre ami Boualem Sansal, qui aime beaucoup Boualem Sansal pour porter son nom, n'a pas vu notre live hier. On avait fait des révélations avant-hier même. Le MAC a tenté, depuis le départ, de négocier avec le régime Tebboune. Il a tenté de négocier avec le régime Tebboune. Il a proposé au régime Tebboune des pourparlers pour éviter d'en arriver jusqu'à la déclaration unilatérale de l'indépendance, pour éviter d'aller vers encore plus de radicalisation. Il avait proposé la libération des détenus politiques du MAC et l'abrogation de l'article 87 bis pour ne pas continuer à classer le MAC comme mouvement terroriste. Et le régime Tebboune a complètement refusé. Il a refusé. Donc Tebboune avait eu la possibilité de négocier, de trouver un compromis, ou de ramener le cas, ou d'essayer au moins de contrôler le MAC, ou de le ramener vers la raison, mais il n'a même pas tenté, puisque Tebboune ne reconnaît pas la négociation, ne veut pas du compromis. Le MAC veut juste, Tebboune veut juste la logique du rapport de force. Et n'oublions pas que le régime algérien, on l'oublie souvent, ça je ne l'ai pas suffisamment dit, il a essayé
une autre méthode que la répression, que la persécution, le mshiml. Et le mshiml, c'est le MAC qui a contraint le régime Tebboune à le lancer en 2022. Le mshiml, c'est une politique à l'initiative du Rassemblement National, c'est-à-dire les opposants, les membres du MAC, les membres de Rachet, mais surtout les membres du MAC, ou les opposants algériens installés à l'étranger. Le mshiml, il y aura une forme de grâce présidentielle, une sorte de grâce présidentielle, une réhabilitation des droits civiques et juridiques de ces opposants, de ces membres du mouvement subversif établi à l'étranger. Mais en échange, en contrepartie, tu renonces, l'individu qui veut bénéficier de l'MHM doit renoncer à tout son engagement auprès du MAC, de Rachel et d'autres mouvances. Et ensuite, il rentre en Algérie. Ensuite, il va réintégrer la vie publique et politique. Mais voilà, il devient même pas un citoyen, il ne peut pas s'exprimer, ou là, il doit se soumettre entièrement à la dictature. Mais il est libre. Je fais le habs. Et plusieurs dizaines de membres du MAC ont pu revenir en Algérie grâce à la Mshemel. Donc quelque part, le MAC avait poussé Tebboune à lancer une politique conciliante. Mais le Mshemel a été limité. D'un côté, le Mshemel, de l'autre côté, tu multiplies les emprisonnements. Donc ça n'a pas de sens. Ça, la logique de Tebboune, elle est contradictoire. D'un côté, il est pour le dialogue et le compromis. De l'autre côté, il maintient la répression la plus cruelle, la plus sévère. Et ça n'a pas marché. Alors, je reprends quelques questions et je m'arrête à le faire. Il est dans un palabre sans fondement journalistique. Valeur kabyle. Les fondements journalistiques. Moi, je suis en train de discuter, c'est un palabre, mais je donne des sources, je donne des informations vérifiables, je donne des dates, je donne une analyse, je donne des explications. Si tu as des informations plus fiables que les miennes, tu peux les partager avec nous, mon frère, ou là, ma soeur. Il y a eu des déclarations absolument meurtrières, effectivement, à l'époque, en 2001, contre la Kabylie, de plusieurs hauts responsables algériens. Merci beaucoup pour vos cadeaux, Ejmaa. Merci énormément. La déclaration de Sifawi. Je ne l'ai pas vu, Mohamed Sifawi, effectivement, il m'avait envoyé, il a fait une émission dans laquelle il traite le MAC de supercherie et Farhad Mehni l'escroc. Le journaliste Mohamed Sifawi a toujours lutté contre le MAC, il a toujours détesté le MAC, il a toujours condamné le MAC. Ça, c'est pas une première. Alors, Maya, vous pensez que les pays de l'Union Européenne vont reconnaître la République de la Kabylie? Non, franchement, Maya, non. Aucun pays européen ne va reconnaître à l'état actuel la République de Kabylie. Encore une fois, il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination en Kabylie. Je rappelle que, je limite, le MAC, il a réussi un coup d'éclat médiatique, un coup d'éclat spectaculaire sur le plan médiatique et sur le plan purement politique, mais sur le terrain, sur le plan opérationnel, la Kabylie, encore une fois, elle est totalement algérienne. Il n'y a pas eu Est-ce qu'il y a eu le 14 décembre des millions d'Algériens de Kabyles qui sont sortis? Est-ce qu'il y a eu des milliers de Kabyles qui sont sortis dans les rues? Est-ce qu'il y a eu une revendication populaire de l'indépendance? Est-ce qu'il y a eu des rassemblements? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir que, pour le moment, la Kabylie se sent pleinement algérienne, même si le nombre de sympathisants pour le MAC ne cesse d'augmenter. Et il y a des Kabyles qui refusent de condamner le MAC, qui refusent de le classer comme terroriste, qui refusent l'emprisonnement de ses militants. Ça c'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup de Kabyles qui adhèrent au projet d'indépendance du MAC. Donc l'Union Européenne va reconnaître quoi? Il n'y a rien sur le terrain. Pour le moment, il n'y a rien sur le terrain. Maintenant, c'est dans les années à venir, le projet séparatiste va se répandre au sein de la population. Ça, il faut le voir. On ne l'espère pas et on fera tout pour que ce ne soit pas le cas. Mais bon, nous, on n'est pas les décideurs de l'Algérie, on n'a pas tous les pleins pouvoirs pour décider. Mais les pays européens, pour le moment, vont traiter le MAC comme un mouvement séparatiste qui aura le droit à la liberté d'expression, qui a le droit d'agir tant qu'il ne dépasse pas le cadre légal, tant qu'il respecte les règles démocratiques, les règles du jeu démocratique, ni plus ni moins. Il n'y aura pas de reconnaissance de quoi que ce soit. Il y a beaucoup de questions qui fusent là. Alors, Azer, il y a une question qui m'intéresse. Azer, qu'en penses-tu de l'influence turque en Algérie et de sa mainmise sur les grands projets? Oui, Azer Tazer, je suis d'accord avec toi. Il y a une influence turque qui s'est installée en Algérie de façon dangereuse depuis l'instauration du régime Tebboune.
le régime Tebboune a flirté avec la Turquie rapidement. Le régime Tebboune, Abdelmajid Tebboune lui-même, il aime le modèle turc. Qu'est-ce qu'il aime Abdelmajid Tebboune dans le modèle turc? Il n'aime pas l'économie turque, l'industrie turque, les réussites, les performances économiques de la Turquie. Il aime dans le modèle turc la domination que Erdogan a réussi à imposer à l'institution militaire turque. C'est-à-dire que Erdogan, qu'on le veuille ou non, notamment depuis 2016 et le coup d'État raté, rappelez-vous, il a réussi à faire basculer la Turquie dans un système présidentiel civil. Erdogan, il a placé son clan à la tête de toutes les institutions de l'État. Le clan Erdogan, il a pénétré toutes les institutions de l'État. La Turquie, elle a été démilitarisée. L'armée existe en tant qu'institution importante, en tant qu'acteur politique important, mais ce n'est plus l'acteur politique qui domine. Et Tebboune veut reproduire ce modèle. Il veut être l'Erdogan de l'Algérie. Il veut être le président qui domine l'institution militaire, qui va asseoir son pouvoir sur l'institution militaire et qui va asservir l'institution militaire, puisque l'institution militaire va rouler pour lui, pour son agenda. Mais Tebboune veut être l'Erdogan de l'Algérie sans avoir les réalisations économiques d'Erdogan. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des crises économiques importantes en Turquie depuis 2024 et 2023. Il y a eu la dévaluation de la monnaie turque, mais ça c'est récent. Sur les 20 ans du bilan d'Erdogan, qu'on le veut ou non, la Turquie elle est devenue parmi les 25 pays les plus riches du monde. La Turquie exporte des armes, des drones, elle fabrique des voitures, elle fabrique du matériel industriel qui est un peu compliqué et tout ça. Donc la Turquie, elle a réussi économiquement. Donc Tebboune, il veut être un Erdogan, mais avec la misère sociale, avec la pauvreté, avec l'augmentation du chômage. C'est pas possible. Donc l'influence turque, les Turcs utilisent Tebboune c'est de bonne guerre pour eux, pour obtenir le maximum de marchés publics et pour brasser des milliards en Algérie, notamment dans le domaine du BTP, de la sidérurgie, mais ils ne donnent aucune contrepartie. Et les Turcs créent très peu d'emplois en Algérie. Leur investissement, c'est pas vraiment des investissements. Quand ils viennent en Algérie, ils prennent l'argent des banques algériennes, ils ramènent même pas 5 ou 10% des capitaux nécessaires pour un projet, ils prennent 95 ou 80% des capitaux depuis les banques algériennes. Il n'y a pas d'investissement. Les Turcs, les Turcs qui jouent l'Algérie, ils ont les banques étatiques algériennes, elles leur donnent les banques algériennes leur donnent des crédits, ou donc les banques algériennes, grâce à ces crédits donnés aux Turcs, les Turcs développent des projets. Ils font des bénéfices parce qu'ils leur donnent des marchés publics stratégiques, ils n'ont pas beaucoup de concurrents parce que les Français, à cause des problèmes politiques, se sont retirés du marché. Les Européens, ils investissent de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de problèmes politiques avec le régime Tebboune. Les Chinois se sont détournés de l'Algérie à cause du régime Tebboune. Ou les Américains n'investissent pas beaucoup, sauf dans les hydrocarbures. Donc les Turcs, ils ont un boulevard royal. Et on est fatigué un peu, motivez-nous pour rester sur ce live. Voilà, on a déjà pendant 1 heure. ابعتونا لي كور يا جماعه طابوتي موتيفيونا شويه انتم ثاني موتيفيونا بوكو كومونتير عم يسبوا فينا وكذا يا لطيف غير السبان وكذا ربي يهديكم يا جماعه allez envoyez les cœurs tapotez envoyez les cœurs شنو في الحسادين ils ont voulu bloquer le live, vous vous rendez compte? Même sur TikTok ils veulent nous empêcher de s'exprimer, même sur TikTok. حرام عليهم ولا غير حرام عليهم، عيب عليهم يا جماعه الخير، عيب عليهم. يا جماعه allez l'équipe, envoyez un peu, montez la sauce. S'il n'y avait pas de loi 80... Ah, attends, il y a une question intéressante. On revient sur le sujet de la Kabylie et du MAC. Apparemment, c'est le sujet du ce soir. Hein. Ah, Marshall, s'il n'y avait pas de loi 87 bis, vous trouverez des millions de personnes kabyles dans la rue avec le MAC. Ah, ça, Marshall, je ne sais pas. Donc, Marshall, ce que tu dis, c'est un peu une contradiction. Tu es en train de me dire que s'il n'y a pas la persécution, ou la persécution politique, ou la répression, le MAC aurait mobilisé 10 millions de personnes. Mais quand on croit en un parti, quand on croit en une cause, quand on a les mêmes valeurs que le MAC, on n'attend pas que l'État algérien, que le régime algérien abroge l'article 87 bis. On défend. Et qu'on est tous d'accord pour dire que le MAC n'est pas terroriste. C'est un mouvement séparatiste. S'il était aussi populaire que ça, qu'attendent les Kabyles pour sortir? Et tu veux me dire, Marshall, que la peur, c'est la peur qui empêche les Kabyles de soutenir le MAC? Il y a un peu de vérité, mais la peur, elle peut dissuader 100, 200, 300, 400. Mais la Kabylie, c'est 7 millions de personnes. 7 millions de personnes, entre Bdjaïa et Tizi Ouzou, une partie de Boumourez et de Bouira. Si on rajoute le nombre des personnes kabyles, être kabyle, c'est quoi?
c'est quelqu'un qui parle kabyle ou qui est de descendance kabyle. On est dans plus de 8 millions de personnes. Il y a des sur les 8 millions de personnes, ils ont tous peur. Si le mouvement était vraiment, et franchement, si demain vous avez 1 million de personnes qui sortent dans les rues, le régime algérien va faire quoi? Il ne pourra pas tous les réprimer, il ne va pas tous les tuer. Ça va devenir un scandale international, ça va justifier des ingérences internationales, ça va remettre le pays dans le... Ça va nous faire revenir en arrière, vers les années 90. Non. Il a des sympathies, Marshall. Le MAC a des sympathies. Et les sympathisants du MAC, ce sont des gens qui sont surtout contre sa diabolisation et sa persécution. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas indépendantistes. N'oublions pas qu'il y a des dissidents du MAC qui ont quitté le MAC quand le MAC a viré vers l'indépendance et qui sont restés autonomistes. Il y a beaucoup de Kabyles qui sont pour l'autonomie, qui ne sont pas pour l'indépendance. Moi, j'en connais beaucoup. D'ailleurs, ils ont fait un mouvement, comment il s'appelle? Le RPK. Je ne sais pas si vous connaissez le RPK. Il a été créé dans l'un des leaders a fait la prison, les détenus du Hirak en 2020-2021. Voilà, le RPK, Rassemblement pour la Kabylie, un mouvement politique pour la reconnaissance d'un statut politique particulier de la Kabylie, qui a été créé, etc., depuis 5 ans, avant 2022-2017, qui existe. C'est des autonomistes, qui sont beaucoup moins radicaux que le MAC, et qui ont aussi leur notoriété. Il n'y a pas que le MAC, mais le RPK. Leur leader, il a été placé en détention. Ils ont eu, voilà, c'était Hamoud Boumediene. Hamoud Boumediene, c'était l'un des détenus pour l'état de Hirak. Il a disparu. Voilà. Mais ils sont pour la reconnaissance d'un statut particulier. C'est même pas l'autonomie. C'est entre l'autonomie et la régionalisation avancée. Non. Il faut avoir. Il y a des Kabyles qui sont sympathisants avec le MAC, mais qui ne sont pas du tout membres du MAC. Chérie, pour qu'on soit très très clair. Aya Jma'at al-Khair encore. Le MAC est une poignée de racistes anti-islam, anti-arabes. Non, oui, franchement, il faut pas généraliser. J'ai connu du militant du MAC, effectivement, qui avait des positions et des propos très racistes et très haineux contre les arabophones et l'islam, etc. Mais ils sont une poignée de militants. Il y a d'autres militants du MAC qui sont vraiment très tolérants, très ouverts d'esprit. C'est un mélange. On ne peut pas faire des raccourcis comme ça et les traiter tous de racistes. Franchement, j'en ai connu, j'ai fait des entretiens avec eux, j'ai fait des reportages avec eux. Il y a de toutes les couleurs, de toutes les tendances. Il y a des fanatiques donc vraiment anti-islam, ils disent que la Kabylie n'est pas musulmane, la Kabylie n'est pas arabe, la Kabylie n'a rien à voir avec le monde musulman, etc. Mais ça, c'est des fanatiques. Et d'autres, franchement, ils ont l'esprit ouvert, ils acceptent la diversité de la Kabylie, de l'Algérie, qui sont beaucoup moins racistes et cons, on va dire. Allez, allez. Est-ce que on va à une nouvelle question? Alors, Abbas et Madani, Cheikh Abdou, j'ai une question. Pourquoi les événements de la DC noire ils sont aussi un tabou? Bah oui, ils sont aussi un tabou, tu sais très bien. Tu sais pourquoi c'est aussi tabou? Parce qu'il y a eu des crimes, il y a eu des tueries de masse, il y a eu des crimes contre l'humanité, il y a eu des crimes de guerre. Et puis voilà, c'est encore récent, c'est encore frais. Et là, il y a à peine 30 ans. Et le régime en place et que nous connaissons aujourd'hui, c'est le régime qui est issu de la décennie noire. C'est un tabou dont on en parle. Moi, j'en parle, j'essaie d'en parler, j'ai fait des reportages, j'ai fait des interviews, etc. Le problème de la décennie noire, c'est que c'est la question de qui tue qui. On a voulu résumer la décennie noire, on a voulu la cantonner à la problématique du qui tue qui. C'est pas ça le problème, qui a tué. Le problème, c'est que qui est responsable de quoi? Qui est responsable du déclenchement de la décennie noire? Pour moi, c'est à la fois les islamistes du fils et les principaux décideurs de l'institution militaire. Moi, je les mets sur le même pied d'égalité. Même si, encore une fois, je donne le droit absolu à l'institution militaire d'avoir essayé d'avoir défendu le pays. Je parle des événements politiques. Après, il y a eu des dérapages et des dérives. Personnellement, les Afghans, etc. C'est quelque chose de très grave. Quelque chose de très grave qui est inacceptable. Et l'armée nationale et populaire, avec les forces d'autodéfense qui ont été créées par les citoyennes et les citoyens,
ont totalement bien fait de lutter contre le pays, de lutter contre ces forces armées islamistes rétrogrades pour protéger la sécurité nationale. Donc c'est pas un tabou, en réalité c'est un tabou au niveau officiel, mais il n'y a pas eu assez de documentaires, il n'y a pas eu de travail historique, mais c'est encore frais. Je pense que la génération future, dans les 10 années à venir, on va libérer la parole sur la décennie noire et on aura un travail, on aura une documentation de la part des historiens, de la part des intellectuels, et la parole va se libérer petit à petit. Parce que les générations futures n'auront pas connu les événements de la décennie noire, donc ils ne seront pas complexés comme nous, et les acteurs de la décennie noire vont disparaître petit à petit, donc on pourra enfin faire notre autocritique. Et puis il faut avoir de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie en Algérie. Même la guerre de libération nationale, on ne peut pas en parler. On a vu dans l'affaire le journaliste Al-Khabar, l'ancien chroniqueur Al-Khabar. Il a parlé de Ben Bella, ils l'ont condamné à du sursis 3 ou 4 jours plus tard. Donc, vous imaginez, si on parle de la guerre de libération nationale, il y a de cela plus de 60 ans, on peut aller en prison. Sachant qu'il y a des lois aussi en Algérie qui criminalisent le négationnisme, etc., ou les prises de position controversées sur les événements de la décennie noire. Donc, ça peut vous mener en prison. Donc, c'est assez dangereux. Donc, il faut qu'il y ait une démocratie. Il faut qu'il y ait une justice indépendante. Moi, j'ai toujours dit, il faut une commission justice et vérité. Commission justice et vérité, comme dans certains pays ils l'ont fait, là où il y a eu des violences civiles, il y a eu des grandes vagues et purges de répression qui ont fait des milliers de victimes civiles, et il faut faire une commission qui fait un travail d'histoire et un travail de mémoire pour permettre à la population algérienne de faire son deuil. Les questions des millions de disparus, il y a eu des milliers de disparus, on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont partis. Je mets à tapoter s'il vous plaît, tapoter. Envoyez des cœurs et tapotez s'il vous plaît. Alors, Adam, imagine le Maroc soutient le MAC comme l'Algérie soutient le Polisario. Que se passera-t-il? Une guerre. Franchement, une guerre. La vérité, c'est le Maroc soutient le MAC comme l'Algérie soutient le Polisario, on se dirigera vers une guerre. Maintenant, merci pour la question, Adam, il y a des nuances. Il y a des nuances importantes que je vais expliquer dans un petit instant. Je réponds pas à quelques messages. Il y a des nuances très importantes et je vous demande toute votre attention. Le Polisario et la question du Sahara occidental sont reconnus par la communauté internationale comme un problème de décolonisation. Comme un problème de décolonisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Polisario et le Sahara occidental, il y a un problème de droit international. L'ONU considère le Sahara occidental comme un territoire à décoloniser, parce qu'il était occupé par l'Espagne. L'Espagne est partie en 1975, le Maroc a repris le contrôle de ce territoire. Une partie des Sahraouis ont créé le Polisario et réclament l'indépendance. La Kabylie n'a pas du tout le même statut que le Sahara occidental. La Kabylie a été reconnue dès le départ comme étant une partie intégrante de l'Algérie. Et elle ne soulève aucun problème au niveau du droit international. Et en Kabylie, il n'y a pas eu de mouvement séparatiste depuis l'indépendance de l'Algérie. Il y a eu, juste après l'indépendance, une rébellion armée du FFS de Hossein Aït Ahmed, mais qui n'a pas duré longtemps, et elle n'avait pas de revendication séparatiste, ni sécessionniste. Le Polisario n'a pas été soutenu que par l'Algérie, Adam. Il a été soutenu par plusieurs pays du bloc socialiste. L'Algérie a été le principal soutien du Polisario. Pourquoi? Allez, je me fais moi. Il faut que nos amis marocains le sachent. Parce que le Maroc a lancé la guerre des sables contre l'Algérie en 1963. Et il y a eu la guerre des sables. Juste après l'indépendance du pays, de l'Algérie, l'Algérie n'a pas encore pensé ses blessures. Elle était encore fragile. Le Maroc a lancé une offensive militaire pour reprendre Tindouf et Béchar, qu'il revendiquait comme étant son territoire. L'Algérie indépendante, elle a essuyé des pertes. Il y a eu plusieurs centaines de morts lors de la guerre des sables, qui n'a pas duré longtemps, qui a duré quelques semaines,
Et l'Algérie, grâce à l'intervention de Cuba et de l'Égypte, et notamment la France de Charles de Gaulle à l'époque, était intervenue pour mettre fin à cette guerre qui aurait pu plonger la région dans un cycle de violence interminable. Cette guerre qui n'a été remportée ni par l'Algérie ni par le Maroc sur le plan militaire, c'était soldé par une sorte de match nul, alors que le Maroc était supérieur à l'Algérie indépendante, puisqu'il n'avait pas connu les violences et les pertes matérielles et humaines que l'Algérie indépendante avait dû, que l'Algérie avait essuyé ou avait subi lors de la longue lutte pour la libération nationale. La guerre des sables a traumatisé les Algériens et les Algériens. Les dirigeants algériens sont traumatisés jusqu'à aujourd'hui. Le sentiment anti-marocain en Algérie, ninja, j'aime la guerre des sables. Et la guerre des sables, qui était une petite guerre, c'était pas une grande guerre, mais ça a été vécu comme une agression. Ah, je commence à avoir mal au dos. Ah, maintenant je suis à l'écœur, je poursuis. Donc, la guerre des sables, le régime boumoudien, il avait pour lui, il était convaincu que Hassan II était un monarque expansionniste, qu'il va un jour ou l'autre relancer sa guerre contre l'Algérie pour récupérer Tindouf et Béchar. Alors qu'en 1972, il y avait une convention qui a été signée entre les deux pays pour reconnaître le principe du tracé frontalier et le Maroc a fini par reconnaître que Béchar et Tindouf resteront comme territoire algérien. Et on a appliqué, comme l'Union africaine, à l'époque ça s'appelait l'Organisation pour l'Unité africaine, l'OUA, le Maroc avait reconnu la prééminence du principe de l'intangibilité des frontières sur ses revendications territoriales. Mais il y avait le Parti Istiqlal, il y avait des mouvements politiques marocains qui demandaient, qui voulaient reprendre le contrôle de la Mauritanie, reprendre le contrôle d'une partie de l'Algérie. Donc Boumediene, le régime algérien, qu'est-ce qu'il a fait? Pour contenir l'expansionnisme du Maroc, il a soutenu militairement et financièrement le Polisario. C'est ça. Ça a commencé avec cette histoire. Sauf que, comme les deux pays ne se sont jamais réconciliés réellement, n'ont jamais dialogué pour régler leurs problèmes et solder leur passé, même après la mort de Hassan II, le Polisario est resté en place. Donc, le Sahara occidental, c'est un problème de droit international lié à un problème algéro-marocain qui s'explique, qui a des racines historiques. Et que ce problème ne peut être réglé ou ne peut être définitivement clos que si le Maroc et l'Algérie acceptent ensemble de se réconcilier. La Kabylie, ça n'a rien à voir. La Kabylie, en 1980, en 2001, il y a toujours eu des révoltes. Ce qu'on appelle le printemps berbère. Il y a toujours eu des émeutes. Les wilayas de Bdjaya, notamment les wilayas de Bdjaya, à l'époque du régime de Bouteflika, c'était l'une des wilayas qui est considérée comme la plus émeutière. Beaucoup d'émeutes. Beaucoup d'émeutes. Mais les printemps berbères, les révoltes en Kabylie, ils n'avaient pas d'objectif séparatiste. Les Kabyles ont toujours lutté pour leur identité. Imaziren, des hommes libres. Les Kabyles ont toujours lutté pour la reconnaissance de la langue amazigh, pour la reconnaissance de l'identité berbère, de la dimension berbère de l'identité algérienne, et pour la reconnaissance de leur particularité culturelle. La Kabylie n'a jamais lutté pour son indépendance. C'est pas le cas de Polisario. Le Polisario, il ne dit pas « je veux être avec le Maroc ». Il dit « je veux être indépendant ». Il demande à l'ONU d'appliquer un référendum d'autodétermination. Et les Nations Unies, ils ont mis en place la MINURSO, une mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum d'autodétermination. C'est pas le cas de la Kabylie. La Kabylie, l'Algérie, aucun pays étranger ne revendique sa souveraineté sur la Kabylie. Il n'y a jamais eu de mouvement séparatiste. Le printemps, après les printemps noirs de 2001, on a eu le MAC. Mais le MAC, au départ, encore une fois, il n'a pas demandé l'indépendance, il demandait l'autonomie. Parce que le MAC a été fondé par des Kabyles qui ont été traumatisés et fortement choqués par les événements du printemps noir. Alors, les non-Kabyles ne peuvent pas comprendre. La majorité des Algériennes et des Algériens ne se souviennent pas de ce qui s'est passé en 2001. En 2001, il y a eu des morts. L'armée, les forces de sécurité en Algérie, ils tiraient à balles réelles sur des manifestants. Quand il y a une tragédie pareille, vous avez toujours dans les moments tragiques de l'histoire des radicaux qui émergent.
اللي يقول لك حنايا هذا البلاد هادو les Algériens يقتلوا فينا parce qu'on est Kabyles. Ce qui est un peu vrai, en 2001 on a tué les gens parce qu'ils étaient Kabyles. Donc certains Kabyles se sont radicalisés, ils ont commencé à nourrir le projet séparatiste. Mais c'est très différent du Sahara occidental. Le Maroc ne peut pas soutenir le MAC, pourquoi? Parce qu'il va se contredire avec sa propre politique. Le Maroc lui-même dénonce le Polisario. Il veut intégrer le Sahara occidental, il l'a déjà fait, dans son giron national, comme partie intégrante de son territoire national. Donc lui-même, il lutte, il a un problème avec un mouvement séparatiste. Le Polisario n'est pas classé mouvement terroriste par la communauté internationale. C'est un mouvement séparatiste que certains pays considèrent comme légitime, comme l'Algérie, le Venezuela, l'Afrique du Sud, le Cuba ou autres, et que d'autres pays ne reconnaissent pas comme légitime, parce qu'ils considèrent que le Maroc est un mouvement, que le Sahara occidental est marocain. Mais je ne connais aucun pays où le Polisario est classé mouvement terroriste, c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais le Polisario, il n'a pas une lutte identitaire. Dès le départ, il veut l'indépendance. Dès le départ. Il y a une grosse différence, Ejma. J'espère que j'ai été clair. On va prendre une autre question. Comment vois-tu la scène politique algérienne et des scénarios à venir sur l'avenir de l'Algérie? Mauritanus, la vérité de la scène politique algérienne ne m'inspire pas du tout confiance. La scène politique algérienne, elle est déstructurée. On n'a plus de scène politique. On n'a plus de scène politique. Quand on voit ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles anticipées de septembre 2024, c'est choquant. Des candidats fantômes, des candidats qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucune épaisseur, des personnages même pas connus, un taux de boycott énorme, une abstention énorme. Les partis politiques aujourd'hui n'existent pas. Résumons, qu'est-ce qu'il y a comme parti politique, comme scène politique en Algérie? On a Louisa Hanoun qui fait le facteur. De temps en temps, elle va voir Tebboune pour lui dire voilà ce qui se passe, etc. Le peuple ne va pas bien, etc. Tebboune, il la reçoit pour la rassurer. D'ailleurs, Louisa Hanoun devait être candidate en 2024 et s'est retirée pour les élections présidentielles anticipées. Parce que Tebboune ne voulait, il a voulu saboter sa candidature. Elle a compris qu'elle n'était pas la bienvenue. Donc elle s'était retirée. Il n'y a pas de vie politique. Les plus importantes figures politiques de l'Algérie sont ou sous contrôle judiciaire, ou emprisonnés, ou interdits de quitter le pays, ou exilés. Comme ça a dit par exemple. Et d'autres. C'est un mouvement politique. Ils ont leur notoriété, ils ont leur audience. Ils sont contraints à l'exil, ils sont considérés comme terroristes. Comme parti politique. La scène politique, elle est déstructurée. Est-ce qu'on peut parler de scène politique quand on a Bengrina, quand on a le nouveau patron du RND, ou l'actuel patron du FLN? Il faut voir comment ils sont, c'est des clowns. Ils racontent n'importe quoi. Il n'y a pas de discours. C'est un enchaînement de fake news, un enchaînement de mensonges, de déclarations populistes, ou un cirque. La scène politique algérienne, elle est un cirque. Elle est vraiment un cirque. Et voilà. Aujourd'hui, malheureusement, avec un tel niveau de médiocrité, il y a une telle scène politique aussi déstructurée, moi je crains le pire. Encore une fois, le MAC, un mouvement extrémiste et radical comme le MAC, extrémiste du point de vue des idées, pas du point de vue sur le terrain, parce que sur le terrain, je n'ai aucune violence de sa part, je précise. Mais un mouvement radical extrémiste comme le MAC prospère parce que la scène politique en Algérie, elle a implosé. Le pouvoir Tebboune, il a vidé le pays politiquement. Il a créé le vide autour de lui. Comme il a créé le vide autour de lui, Makash. Il n'y a pas de période avec qui dialoguer. Makash, Sofiane Gilali, khlas, il a pris sa retraite, le parti parce qu'il était plus persona, il est devenu persona non grata, etc. Abdelrazak Mokharaï ne peut s'exprimer que sur les réseaux sociaux, ou là depuis la Turquie. Pas de neige des figures politiques, je sais pas. Il faudra attendre l'après Tebboune pour voir si nous avons une scène politique qui va se reconstituer, Je m'arrête à tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Allez, je m'en couche en forme ce soir, Allah, m'en couche en forme, allez, je. Un petit tout ailleurs, ou là, qui va. Vous commencez à être fatigué ou non? Allez, je m'arrête, on a où je colle. 4-5 émissions par jour, on a معاكم في الليل ومازلنا غدوة إن شاء الله d'autres émissions, مازالوا لي des dossiers économiques, des dossiers politiques, كارثة بمعنى الكلمة. Alors,
Pourquoi l'Algérie tarde-t-elle à développer tout ce qui touche à la mazérité selon AB? ABE. AB. L'Algérie, elle a fait des efforts. Je rappelle que depuis la Constitution 2016, la mazérité est reconnue comme langue nationale en Algérie. Je le rappelle. Je rappelle qu'il y a des festivals, des festivités culturelles. Le nouvel an berbère a été considéré comme une journée nationale et fériée. Donc, il y a on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effort. Franchement, on ne peut pas dire vraiment qu'il n'y a pas eu d'effort. Il y a eu des efforts qui ont été faits, qui ont été fournis, etc. Le problème se pose au niveau de l'efficacité de l'action gouvernementale. Il y a des instances chargées du développement de la langue amazigh, etc. Je rappelle justement que la langue, voilà, l'amazigh est reconnue comme langue nationale en Algérie depuis 2002. Il a été élevé aux langues nationales et officielles depuis 2016, dans le cadre d'une révision constitutionnelle. En 2020, la dernière constitution, reconnaît le tamazigh comme également langue nationale et officielle. Et l'État œuvre, dans le moment mentionné de la Constitution, l'État œuvre à sa promotion et son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. Malheureusement, on a développé des médias en langue amazigh, la télévision publique nationale, il y a des radios publiques en amazigh, mais cette langue souffre d'un sous-investissement. L'État algérien, par exemple, l'usage de la langue officielle en amazigh, il n'y a pas tous les documents officiels qui sont traduits en amazigh, il n'y a pas tous les slogans, il n'y a pas toutes les plaques administratives, etc. Il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que l'État algérien n'investit pas. N'investit pas parce qu'il pense que le tamazigh ne concerne que la Kabylie ou certaines régions comme les Aurès, et comme il pense que la majorité des autres territoires, des autres régions du pays sont arabisants et arabisés, et que il y a un conservatisme aussi, il y a un problème aussi au niveau de la société. Hein. C'est pas que l'État. L'État algérien, il s'adapte à la demande de la société. S'il voit l'ensemble des régions en Algérie se mobilisent pour tamazigh, il va faire encore davantage d'efforts. Mais malheureusement, la vague que nous avons héritée, l'héritage des années 90, il y a eu l'affaiblissement et la quasi-disparition de l'islamisme politique radical, mais il y a eu les résidus de cet islamisme radical s'est transformé en conservatisme religieux ambiant. Vous avez dans beaucoup de wilayas, ils disent que n'est pas amazigh. هو مش عربي هو بربر لو كان يروح للعربية السعودية il sera rejeté, il sera excommunié, il sera ostracisé, mais يقول لك نحن عرب ونحن لسنا amazigh ويخلطها لك, etc. Les classes en amazigh, il y a beaucoup de familles algériennes qui n'accordent pas l'importance à l'enseignement de tamazigh. Que ce soit dans les grandes villes du pays ou là dans les autres wilayas, à l'exception de la Kabylie, un peu des Aurès, mais encore même les Aurès, hein, où il y a beaucoup de wilayas à travers le pays, les collègues, c'est pas la peine d'apprendre à nos enfants tamazigh. On pense que tamazigh, c'est les Touaregs, c'est les Kabyles, c'est un peu les Chaouis ou Khlas. On oublie qu'il y a Temimoun, que Ablida, Kaoran, que la culture amazigh, elle est partout en Algérie. Il y a un sous-investissement. Ce sous-investissement, il s'explique encore une fois par l'emprise du pouvoir du conservatisme religieux sur la société qui veut absolument faire croire aux Algériennes et aux Algériens qu'on est d'abord arabe, qu'on est d'abord musulman, qu'être amazigh, c'est nous éloigner de l'arabité et de l'islam qui sont les constances de la nation. Pourquoi? Parce que depuis l'indépendance du pays, bien avant l'indépendance du pays, il y avait des crises identitaires dans le pays. On a fait croire aux Algériennes et aux Algériens que l'Algérie est d'abord arabe et d'abord musulmane. Alors l'Algérie n'est pas que arabe et musulmane. C'est une structure mentale. L'État algérien, il est né avec cette idée. Il y a eu la crise berbériste comme l'indépendance, il y a eu la crise berbériste après l'indépendance. L'État algérien, dans sa naissance, il était contre les minorités, il était contre la pluralité et la diversité. Pourquoi? Parce qu'il a hérité depuis l'époque de l'ulama al-muslimin, nahnu arabun wa muslimun. Or, il y a d'autres Algériens qui ne sont pas que arabes et musulmans. Donc, pour se débarrasser de ce logiciel, il faut des années, il faut surtout un changement de régime. Il faut un changement de régime. Le régime, tel qu'il est dans ses structures sécuritaires et politiques, il pense que l'arabité et l'islam sont les garanties de l'unité du pays. Petit à petit, grâce au printemps berbère, grâce aux militants de la question berbère, aujourd'hui, il y a des avancées. Par contre, on ne peut pas nier qu'il y a eu des avancées. C'est vrai que la culture berbère, par exemple, elle est plus rayonnante au Maroc, parce qu'il y a un investissement plus important au Maroc. Mais elle pourrait devenir facilement rayonnante en Algérie, c'est l'État algérien, le complexe al-Naheh,
ou il se débarrasse de lui, il investit. Elle tapotait l'équipe, tapotait. Je crois que les gens commencent à être fatigués. Hein. Peut-être que beaucoup, les personnes travaillent, etc. On va pas tarder encore. Allez, on va rajouter un peu quelques minutes encore. Je m'ai envoyé des cœurs et tapoter. Ils ont failli bousiller le live tout à l'heure. Ils ont failli saboter le live.